après 3 mois de conseil. J'ai arrêté mon activité de conseil et j'ai après 3 mois où j'ai un peu audité Trade Republic, je dirais, pour bien comprendre qui c'était, pour être bien sûr que j'allais mettre mon nom et ma gueule sur quelque chose qui tenait la route, qui correspondait bien à ce que je croyais être Trade Republic. Et en fait, c'était beaucoup mieux et beaucoup plus gros que ce que j'avais pu imaginer. Et il y a eu un voyage à Berlin, je suis allé les rencontrer pendant plein Covid, printemps 2021. Et là, j'ai pris une énorme claque dans la gueule. Bienvenue sur FinScale, l'émission qui vous plonge au cœur de la transformation de la finance. Solène Niederkorn et ses invités explorent chaque semaine les initiatives qui façonnent l'avenir de l'industrie. Bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour à tous, ravi de m'entretenir aujourd'hui avec Mathias Bacchino, qui est directeur des marchés européens chez Trade Republic. Salut Mathias. Salut Solène. Merci de me rejoindre en studio pour enregistrer cet épisode où nous allons parler de Trade Republic et puis aussi de marque personnelle, ta marque personnelle qui est celle qu'on voit le plus sur les réseaux sociaux. On va parler de ton bouquin, en tout cas de toute ton actualité. Est-ce que tu pourrais quand même te présenter à nos auditeurs 2-3 petites minutes, qu'on sache un peu quel est ton parcours avant Trade Republic? Bien sûr, déjà je suis ravi d'être ici parce que j'interviens après une longue ligne d'entrepreneurs pour qui j'ai soit admiration, soit affection. Donc très heureux d'être ici. Moi je suis Mathias Bacchino, j'ai 32 ans, j'ai 2 enfants. Je suis passionné de moto et de rugby. Je suis moitié italien, moitié espagnol d'origine. Et tu parles russe? Je parle russe que j'ai appris à l'école et pendant mes études ensuite. À la base, j'étais diplomate, moi, en sortie d'études. Ah bon? Je savais pas ça. J'ai fait un stage de césure à l'ambassade de France du Kyrgyzstan, au Kyrgyzstan, donc à Bichkek, où j'ai passé 1 an en 2005. Et à ce moment-là, donc moi, je suis issu d'une famille très normale, je dirais. Et j'étais à l'époque vraiment parti pour être diplomate. J'étais passionné par ça, les relations internationales et tout. Donc j'ai fait Sciences Po à Aix. Je voulais pas aller à Sciences Po Paris à l'époque, que je trouvais un peu trop formatant. Et comme j'étais passionné par le monde russe, j'ai fait Sciences Po Aix, qui était très fort sur l'Europe de l'Est et la Russie et tout. Et j'ai fait 1 an comme diplomate stagiaire, donc à l'ambassade là-bas, en 2005. Mais la fonction publique, malheureusement, et moi, c'était pas possible. C'est-à-dire que là... Niveau tempérament, c'est très très difficile d'être entreprenant en fait. Au sein de la fonction publique, malheureusement. Donc j'ai vite arrêté ça. J'ai rencontré à l'époque des traders et j'ai fait des études de commerce ensuite, en majeure finance, pour pouvoir intégrer les salles des marchés qui étaient à l'époque très trendy, quoi. Quand on faisait... Dans les années 2000, il y avait les banques d'affaires et la salle des marchés, quoi. C'était vraiment et les hedge funds. Max, les hedge funds aussi, bien sûr. C'est marrant, après c'est devenu le conseil en strat et maintenant c'est l'entrepreneuriat. C'est marrant. Donc bref, moi j'ai fait une école de commerce, j'ai commencé à travailler en salle des marchés dans la foulée et 2 semaines après, Lehman Brothers faisait faillite puisque j'ai commencé moi en septembre 2008 en salle des marchés. J'ai fait 8 ans en salle des marchés. T'étais chez qui? Chez BNP Paribas. D'accord. Je me suis vraiment régalé, surtout j'ai appris à travailler. Marché-action. Ouais, dérivé. D'accord. Dérivé. Et donc j'ai vraiment appris à bosser très dur, très fort, avec beaucoup de rigueur et tout. Et après, j'ai voulu avoir de l'impact au bout d'un moment. Et je ne me satisfaisais pas de simplement gagner ma vie. Et je faisais beaucoup de politique en parallèle dans des clubs de réflexion, des think tanks, des notes pour des politiques, etc. Et j'ai mélangé tout ça et je suis parti dans la banque en ligne parce qu'il me semblait en 2015 que c'était probablement l'avenir. À l'époque, j'ai démissionné de salle des marchés en disant que je voulais me mettre en situation de contribuer un jour au lancement de Google Bank. Et je ne savais pas que ça s'appellerait Trade Republic, mais j'avais l'intuition déjà qu'il allait se passer des trucs très significatifs. Je suis parti dans la banque en ligne. T'étais chez qui, du coup? Chez Bing, qui est une banque bien sûr. hollandaise. Exact. Quand je dirigeais la filiale française. Et puis voilà, après de fil en aiguille. Qui a racheté Saxo d'ailleurs. Saxo a racheté Bing. Moi, j'avais pas. Ah non, Saxo a racheté Bing, pardon. J'avais pas d'intérêt particulier à rester, donc je suis parti. J'ai créé ma boîte de conseil. Et mon troisième conseil client, en quoi? C'était à l'époque c'était conseil en strat pour les fintech, pour communication, strat, fintech. Et ce que je savais pas, c'est que mon troisième client, il s'appellerait Christian Hacker.
C'est le fondateur de Trade Republic. Et donc, début 2021, après 3 mois de conseil, j'ai arrêté mon activité de conseil. Et j'ai après 3 mois où j'ai un peu audité Trade Republic, je dirais, pour bien comprendre qui c'était, pour être bien sûr que j'allais mettre mon nom et ma gueule sur quelque chose qui tenait la route, qui correspondait bien à ce que je croyais être Trade Republic. Et en fait, c'était beaucoup mieux et beaucoup plus gros que ce que j'avais pu imaginer. Et il y a eu un voyage à Berlin où je suis allé les rencontrer pendant plein Covid, printemps 2021. Et là, j'ai pris une énorme claque dans la gueule. Et ce jour-là, de mars 2021, à tous les niveaux, c'était à tout point de vue. Ça a été il y a avant et après ce jour-là. Tout. Les gens que j'ai rencontrés, l'atmosphère dans le bureau, la manière de réfléchir. Tout est différent. C'est-à-dire que quand tu sors du monde corporate et que tu arrives chez un Trade Republic, au début en plus, c'est un choc. C'est extrêmement brutal comme choc. Et donc, peu de gens réalisent à quel point c'est brutal, en fait, à quel point c'est différent du monde corporate. Moi, je l'ai vécu de mon côté, parce que j'ai été longtemps dans la banque, et après, j'ai bossé en start-up, après avoir planté une boîte, la mienne. Et je suis tombée de ma chaise. C'était une toute petite boîte, et j'ai tout appris, en fait. J'ai tout réappris. J'ai le sentiment d'avoir réappris à travailler complètement, J'embrasse d'ailleurs Jean-Baptiste, qui est un des dirigeants de Trade Republic, qui m'a réappris à travailler, qui est un Français qui venait d'une autre start-up, lui, avant. Et c'est lui qui m'a accompagné là-dedans. Au bout de 2 semaines, il m'appelle, il me dit « Mathias, écoute, on aime beaucoup ce que tu fais. Mais là, il faut vraiment que tu apprennes à échouer plus vite. » J'en avais parlé avec Virginie Mullen-Christensen qui bosse chez Adyen, que tu connais peut-être. Oui, bien sûr, de nom. Et voilà, qui expliquait exactement ce schéma. J'ai mis un moment à comprendre. Cette culture chez Adyen. Je pense que j'ai mis 6 mois à comprendre, 1 an à accepter, 1 an et demi à m'y mettre vraiment. Et c'est vrai que c'est une autre vie, quoi. Quand ta vie, c'est l'impact, et que tu n'as pas de limite, que tu te demandes juste comment tu vas faire pour avoir de l'impact et comment tu vas y arriver, qu'il n'y a pas d'ego, qu'il n'y a pas de tout ça, il n'y a pas de politique interne. Il n'y a que de l'impact, il n'y a que de l'objectif, il n'y a que de l'exécution, en fait. Et alors, c'est aussi pour ça que j'étais intéressée de t'avoir sur le podcast. J'ai beaucoup d'entrepreneurs, mais j'aime bien aussi avoir des intrapreneurs. Toi, tu es un intrapreneur. Et donc, j'étais intéressée. Alors, peut-être que tu nous réexpliques pour ceux qui ne connaîtraient pas, ça m'étonnerait dans notre audience, Trade Republic, mais est-ce que tu peux rapidement nous expliquer ce que vous proposez ? Bien sûr. C'est quoi votre proposition de valeur ? Je m'insère une petite minute dans cette conversation pour vous remercier d'être à mes côtés depuis presque 5 ans. Cette émission alimente de mon côté toutes les réflexions autour des projets que j'accompagne, que ce soit avec des entrepreneurs ou des investisseurs en France, au Luxembourg ou en Europe tout simplement. Si vous souhaitez échanger sur les enjeux de transformation dans l'investissement, la création ou le développement de véhicules ou d'entreprises d'investissement, mais aussi tout simplement des aspects opérationnels, n'hésitez pas à me contacter directement sur LinkedIn. Je serai ravie d'en discuter avec vous. Profitez bien de cet épisode. Donc, Trade Republic, c'est une banque allemande de plein exercice qui permet aux gens sur leur téléphone mobile d'investir à long terme de ce que je crois être la manière la plus efficace possible. Donc, c'est le point de départ. Le point de départ de Trade Republic, c'est un OS pour lutter contre la crise des retraites en Europe. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est le point de départ. C'est un point de départ colossal parce que quand tu réfléchis au marché de l'épargne retraite en Europe, en fait, c'est un des marchés les plus profonds du monde. Et c'est un marché qui n'a jamais été disrupté et c'est un marché qui a tellement besoin d'aide. Donc, il y avait énormément à faire. Et ils ont pris le système le plus simple possible, le moins cher possible, que tout le monde peut comprendre et qui est efficace. Et ils l'ont mis dans une appli mobile bancaire. Voilà, c'est ça, Trade Republic. Et depuis, c'est devenu, en plus d'être un compte d'investissement dans lequel tu peux automatiser ton investissement mensuel, surtout dans des ETF, c'est devenu aussi aujourd'hui une banque avec ce qui est en train de devenir un compte courant et surtout une particularité qui est que ton compte courant est rémunéré au taux de la BCE, ce qui devrait être le cas sans doute dans beaucoup d'autres banques, mais qui n'est pas encore le cas. Donc Trade Republic, c'est une banque mobile qui a des millions de clients, qui gère des dizaines de milliards d'euros d'encours, et qui propose aux gens d'investir à long terme, qui propose aux gens d'avoir des intérêts sur leurs espèces, qui propose aux gens d'avoir 1% de save back sur leur carte. On a lancé la première carte miroir au monde. Voilà, donc c'est un écosystème. En fait, Trade Republic, c'est une banque, mais c'est avant tout un OS pour limiter la crise des retraites, en fait. Et j'ai l'habitude de dire que chez Trade Republic, notre objectif, c'est que ton argent, il grossisse. C'est aussi simple que ça. Et nous, on pense, peut-être parce qu'on en vient aussi, que les classes moyennes, les classes populaires, les jeunes, tout le monde, en fait, les ouvriers, les infirmières, les flics, les vrais gens,
ils ont le droit aussi en fait de faire travailler leur épargne, et ils ne sont pas nécessairement obligés d'être limités à des produits qui ne servent qu'à enrichir les banquiers. Et je le sais, je l'ai fait. Donc voilà, c'est un succès Trade Republic parce qu'il y a eu le changement culturel en même temps en fait. C'est-à-dire, il y a eu un changement culturel dans la société en Europe, au même moment à peu près que Trade Republic s'est lancé en 2019-2020 en gros, que j'appelle moi les 3 C. C'est la conjonction de 3 événements en même moment qui a commencé un changement culturel. C'est la crise des retraites, c'est le Covid et c'est les cryptos. Et quand tu mets tout ça ensemble en fait, et qu'au milieu tu mets les réseaux sociaux, bah, les gens y comprennent que s'ils font rien plus tard ils seront pauvres. Ils ont le temps de s'en occuper, ils voient que tout le monde en parle sur les réseaux sociaux. Et ils ont compris qu'avec les cryptos, on pouvait mettre de l'argent quelque part et en récupérer un peu plus tard. Et ça a pris comme une traînée de poudre. Ouais. Voilà, donc Trade Republic, c'est ça. C'est un phénomène qui est générationnel, pas mal. C'est une banque et c'est ton argent qui travaille. Voilà. Alors, dans ce que tu dis, je suis totalement d'accord avec toi. Après, tu sais comme moi que je viens d'un long passé de banquière. Il y a un des points, moi, qui me marque, et je le vois également dans la population des banquiers eux-mêmes, c'est le manque de culture financière. Alors, je te parle de n'importe qui autour de moi. Moi, quand j'ai fait mes études, jamais on ne m'a expliqué comment on crée un budget. C'est-à-dire, je l'ai appris sur le tard. C'est à peine croyable. Grâce à YouTube. Et donc, j'ai géré déjà des portefeuilles sans avoir aucune culture du quotidien, on va dire. Donc ça, c'est une première chose. Et côté business, ce que je constate, c'est que les connaissances, il y a tellement de choses à comprendre en finance que les gens sont extrêmement, en tout cas les professionnels, sont très segmentés par classe d'actifs. Donc tu vas avoir des personnes qui sont très très bonnes en gestion des actifs liquides, certaines qui vont être très bonnes en gestion du private equity, etc. Donc comment est-ce que vous, dans la mission que vous avez au quotidien, vous parvenez à rendre compréhensibles ces sujets qui sont, moi je trouve, très très complexe pour quelqu'un qui n'a pas de culture financière, et comment vous accompagnez ces nouveaux investisseurs sur ces différents parcours d'acquisition de compétences? Il y a beaucoup de choses à dire. C'est pas... Donc, la première chose qu'il faut dire, c'est que la finance et les finances perso, c'est pas pareil. C'est-à-dire que tout le monde pense à la finance tout court. Alors qu'en fait, il y a 2 choses très différentes. Il y a la finance comme métier, et il y a les finances personnelles, c'est-à-dire le fait de gérer son propre argent. C'est 2 choses qui n'ont strictement rien à voir, parce que la finance, c'est un truc intellectuel, rationnel, technique. C'est un métier de spécialiste. C'est complexe, c'est technique, effectivement. Gérer son argent, c'est une discipline émotionnelle. C'est pas une discipline rationnelle. C'est ce que j'ai à expliquer à Madame Michu pour qu'elle sache gérer son argent. Littéralement, ça tient en 15 minutes. Elle n'a pas besoin de plus de toute sa vie. Donc, tu n'as pas besoin de passer un master pour savoir gérer ton propre argent. Par contre, tu as absolument besoin d'aide pour, au début, comprendre que c'est avant tout une discipline émotionnelle, que c'est en fait beaucoup plus simple que ce que tu pensais, et que c'est juste des principes à tenir dans la durée principalement, en fait. C'est surtout ça, l'argent. Et donc, nous, Trade Republic, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a été les premiers à réaliser ou à accepter ou à souhaiter ou à dire qu'il n'était pas nécessaire, en fait, pour investir, d'avoir passé un master. Non, après, il y a quand même des notions à connaître. Si, quand même, en matière de prise de risque. En matière de prise de risque, tu parlais des cryptos, quelqu'un qui va investir dans de la crypto, c'est pas du tout le même profil de risque que quelqu'un qui va avoir la gestion, enfin, qui va mettre en dépôt à terme ses liquidités. Donc, il y a quand même des notions assez basique à comprendre en matière de risque, de couple risque-rendement. Alors avec des termes simples, j'entends, mais moi je trouve que c'est nécessaire d'évangéliser et d'accroître les connaissances des gens au-delà de juste l'organisation d'un budget. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on diffuse, mais on le fait vraiment de manière extrêmement simple. Ah bah oui, bien entendu. C'est-à-dire, quand tu prends quelqu'un qui a jamais entendu parler d'argent de sa vie, bon, tu lui prononces les mots couple, rendement, risque, il s'arrête en fait. Non, complètement. Ça c'est clair, oui.
Aujourd'hui, même quand tu dis à certains jeunes l'important c'est d'investir de manière diversifiée, ils pensent qu'il faut investir dans des entreprises créées par des gens issus de la diversité. Donc les mots ont énormément d'importance là-dedans. Bien sûr. Ils ont beaucoup plus d'importance que la technicité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, moi le premier, sans doute toi, et sans doute tous les invités de ce podcast, la réalité, j'ai mis longtemps à accepter ça, c'est que toute l'industrie financière, j'ai bien dit l'industrie financière, est concentrée sur 15% de la population. Gros max. Gros max. Ceux qui ont déjà de l'argent. Et ça, c'est une réalité. Et donc, la manière dont ça s'est construit, la manière d'aborder le sujet, c'est une manière de CSP+, pour des CSP+, par des CSP+. Et tu vas à Bercy, tu vas chez les banques, tu vas chez les assureurs, il n'y a que des CSP+, qui construisent tous ensemble un système. Leurs clients, c'est qui ? Des CSP+. Donc en fait, tout le système a été construit par et pour des gens qui ont des besoins financiers complexes. Complexes. Quand tu as un gros patrimoine, quand tu as des enfants, quand tu as des gros revenus, quand tu payes beaucoup d'impôts, tes besoins financiers, ils sont complexes. Sauf que l'industrie financière, elle a oublié 85% de la population. Et c'est ça, Trade Republic. Trade Republic, c'est ce dont les gens ont besoin. C'est pas leur faire passer un master alors qu'ils ont 25 ans et qu'ils gagnent 1 500 € par mois. Non, j'entends. Et donc, l'enjeu, c'est de dire, voilà, il y a des grands principes. Comment on fait pour que les gens les adoptent, ces principes ? Ouais, non, j'entends. Donc en fait, Trade Republic s'est beaucoup concentré sur le comportemental et sur le passage à l'action. Sur le fait de désinhiber. Je pense que c'est le meilleur mot. Je pense que c'est décomplexer les gens. Ouais. Et baisser les barrières à l'entrée. Énorme. Psychologique. Énorme. C'est le facteur clé de succès de Trade Republic et c'est ce que moi j'ai fait à titre personnel, sans doute de plus impactant dans la manière dont j'ai construit la stratégie de communication. C'est-à-dire que j'ai pris toutes les pensées limitantes qu'il y avait sur l'argent, j'ai vérifié quelles étaient les plus grosses, avec des sondages, des enquêtes d'opinion, etc. Et les plus grosses pensées limitantes sur l'argent, au lieu d'essayer de les contourner, comme font tous les banquiers, parce qu'ils n'osent pas affronter le truc, moi je dirais rentrer dedans, pleine face. Et au lieu d'essayer de dire aux gens, cette pensée limitante, elle est fausse, j'ai dit aux gens, cette pensée limitante, elle est importante. Hein. Et si on la voyait un tout petit peu différemment ? Oui, investir, c'est risqué. Mais ne pas investir, c'est pas risqué, c'est la certitude de perdre de l'argent, en fait. Ah. Tu dis juste ça aux gens. Ça déclenche une réflexion, ça déclenche des échanges. Mon plus gros succès, ça a été de déclencher des conversations. Et d'ailleurs, l'année dernière, l'un des jours où on a ouvert le plus de comptes de l'année, c'est le 25 décembre. Parce que les gens déjeunaient ensemble le midi. C'est excellent. Ça. Un des plus gros jours d'ouverture de compte de l'année 2023, c'est le 25 décembre. Ouais. Dimanche de Pâques, pareil. Donc et je te parle à l'échelle européenne, quoi. Donc ça a été ça. De dire, en fait, ça tient en 15 minutes à peu près ce que les gens ont besoin de savoir. Et à partir de là, les créateurs de contenu font le reste. Il n'y a que eux, il n'y a personne d'autre. Je veux dire, pour l'instant, les grands médias sont en train de s'y mettre. Les médias spécialisés continuent de parler au quinca, au sexagénaire, CSP+. Mais qui parle à la population générale ? La vérité, c'est que c'est les créateurs de contenu. Et il y a 4 ans, il y avait une consoeur, dirigeante d'un grand broker français, qui m'expliquait, Mathias, tu peux pas aller sur les réseaux sociaux. On mélange pas les rouges à lèvres avec les produits financiers. Toute ma vie, je me rappellerai de cette phrase. Il n'y a pas que des rouges à lèvres sur les réseaux sociaux. Il y a aussi des conseils financiers de bonne qualité. Et il y a surtout un truc qui n'existe nulle part ailleurs, c'est-à-dire des coachs financiers. Parce que c'est ça dont les gens ont besoin. Les gens, ils n'ont pas besoin d'un CGP, à part 15% de la population qui a des besoins complexes. L'immense majorité des gens, ils n'ont pas besoin de conseils financiers. Ils ont juste besoin qu'on leur apprenne comment faire. Donc du coup, la stratégie que toi, tu as déployée, qui se déploie au sein de Trade Republic, c'est vraiment une simplification de la compréhension de la gestion de ces avoirs financiers, aussi petits soient-ils. Exactement. En abaissant les barrières à l'entrée d'un point de vue vraiment connaissance, un accompagnement dans le placement, c'est-à-dire donner accès à différents types d'actifs, surtout au travers de la plateforme. Commencer par le plus simple, c'est-à-dire le plan d'épargne en ETF, c'est-à-dire le fait de dire je vais mettre 50 € par mois automatiquement
dans un ETF du monde entier, c'est ça, le truc qui a fait Trade Republic au début. Ouais. Parce qu'en fait, c'est la manière la plus simple, Ouais. c'est vraiment la manière la moins risquée, et en plus, c'est la manière la plus rémunératrice à long terme. Ouais. Et la moins chère. Et tout le monde la comprend. Ouais. Donc en fait, Et c'est marrant parce que... moi, ce qui me tue, c'est de pas y avoir à penser moi-même, en fait, avant, si tu veux. Et c'est marrant parce que je te rejoins beaucoup, et j'en avais vachement parlé avec Cyril Chiche, qui est le fondateur, cofondateur de Lydia, et qui m'avait expliqué ça. Et en fait, je l'avais, avant d'en parler avec lui, j'avais pas réalisé à quel point c'était complètement spécial quand tu devais envoyer de l'argent à quelqu'un, de devoir rentrer un compte en banque. En fait, tu amenais de la complexité au client, alors qu'en fait, il suffisait juste de dire rembourser du pain à quelqu'un. J'ai adoré cet exemple qu'il a donné, parce que moi, étant dans l'industrie depuis 20 ans, je m'étais jamais posé la question je m'étais jamais dit, c'est hyper compliqué. Pour moi, c'est naturel. Pour moi, c'est logique d'avoir un IBAN, un BIC, un Swift code, ça me parle. Mais je conçois en effet que la simplification et le fait de rendre complètement presque intuitif ce type de concept est hyper vertueux pour les clients et puis bien entendu pour Trade Republic. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai rejoint Trade Republic, moi à titre personnel, c'est quand Christian Ecker m'a dit on est en train de re-rendre l'argent humain. Réhumaniser l'argent. Ouais, exactement. Ouais, en fait, c'est ça qui fait. Alors, ce qui est intéressant dans aussi ta participation à l'aventure Trade Republic, c'est aussi ton image. Tu joues beaucoup de ton image, tu es très présent sur les réseaux. J'ai pas fait exprès. Et vous travaillez beaucoup avec des influenceurs, en tout cas des coachs qui se rendent accessibles. C'est quoi la stratégie qui est derrière ? Est-ce que tu pourrais nous donner quelques éléments qui ont jalonné en fait la mise en place de ces stratégies ? Alors, tu as fait... j'avais lu un de tes posts sur Legend, tu as participé au podcast Legend qui est très très écouté en France, qui a eu un impact gigantesque sur l'acquisition de Trade Republic. Sur ma vie tout court. Sur ta vie, carrément. Pour moi, ça a été un des événements les plus impactants de ma carrière. Incroyable. De très loin. Et sans aucun doute possible. À quel titre ? Bon. La première chose, c'est que Trade Republic, évidemment, tu introduis un produit, tu introduis une banque, tu introduis une marque, mais surtout, en dehors de l'Allemagne, on a introduit une manière d'épargner, en fait. Mm-hmm. Et ça, tu peux pas le faire juste avec des pubs Facebook. C'est-à-dire, c'est pas un truc que tu peux juste faire en marketing algorithmique. Il te faut raconter une histoire. Si tu ne racontes pas quelque chose, tu n'y arriveras pas. Parce que les gens, ils vont sentir, ils vont voir. Putain, Trade Republic, c'est cool. Et les gens, après, ils vont se dire, mais je comprends pas ce que je dois en faire, en fait. J'ai bien compris que c'était cool, et j'ai bien compris que c'était la merde pour ma thune à moyen terme. Mais qu'est-ce que je dois en faire concrètement, en fait ? Ouais. Il leur manque une étape aux gens. Donc, ce que j'ai fait, et ce qu'on a fait avec Trade Republic, et ce que j'ai fait en France sans vraiment le faire exprès, juste en me demandant jour après jour comment avoir de l'impact. Ils sont où, les gens ? Où est-ce qu'ils écoutent ? Comment on fait pour leur parler aux gens ? Si on passe par les journalistes, c'est vachement dur, parce que les journalistes, ils ont un prisme. Les journalistes, ils ont un prisme même déformant de ce que tu racontes. Donc c'est pas évident. En même temps, les réseaux sociaux en 2021, c'est un peu la jungle. Genre, tu parles d'argent sur les réseaux sociaux, c'est les influenceurs de Dubaï qui font ça. Et en même temps, tu as des gens qui commencent à en parler entre eux sur Reddit. T'as un truc qui s'appelle le subreddit Vos Finances. Oui, tout à fait. En 2021, il y a 50 000 personnes dessus. Oui, j'en avais parlé avec Benjamin Chemla de Reddit et l'impact sur l'invest. C'est monstrueux. Ouais. Et donc moi, je vois tout ça, je commence à faire de la com classique, je commence à faire mes trucs que je faisais d'habitude avec des médias spécialisés, etc. En 2021, putain, ça marche pas. Sauf qu'avant, ça marchait pas. Et dans les autres boîtes où j'étais avant, quand ça marchait pas, on disait fais un PowerPoint, montre que ça a marché un peu quand même, et puis à la fin, ça ira bien. Là, chez Trade Republic, quand ça marche pas, au bout d'une semaine, on te dit coupe tout. Coupe tout, au bout d'une semaine. Tous les gens que tu connais depuis 10 ans, faut tout couper. Donc là, tu es obligé de trouver des solutions. Et là, ils m'ont fait un truc, Trade Republic, moi, que je n'avais jamais vu de ma vie. Ils m'ont donné un budget marketing hebdomadaire. Ils m'ont dit, la semaine prochaine, tu as le droit de dépenser ça. Ouais. Oh là. Ouais. Mais il faut les dépenser, par contre. Et là, je suis tombé sur les créateurs de contenu. Et là, on a commencé à échanger. J'ai vu que c'était des gens avec qui je pouvais construire et du contenu, et qui comprenaient ce que je voulais faire, qui avaient envie de faire la même chose.
et avec qui on pouvait parler raisonnablement de communication, marketing. C'est-à-dire, il n'y a pas la muraille de Chine comme dans les médias traditionnels entre la régie et la rédaction, si tu veux. Là, c'est la même personne. Elle travaille avec qui elle veut, elle fait le budget marketing qu'elle veut, et elle raconte par contre ce qu'elle veut. Donc c'est beaucoup plus créatif quand, comme moi, tu fais du marketing, si tu veux, c'est beaucoup plus créatif comme collaboration. Et ça a commencé comme ça. Et donc, je suis allé voir Anonymal, et je lui ai dit, écoute, moi j'ai envie de faire un truc vrai, j'ai envie de faire un truc authentique. Et c'est là où je pense que c'est ce que moi j'ai apporté, si tu veux. C'est que j'ai osé faire des trucs que personne n'avait fait avant, dès 2021, si tu veux. J'ai dit, écoute, tu vas installer Trade Republic, tu vas faire ce que n'importe quel jeune fait à l'époque, c'est-à-dire du trading, tu vas sûrement faire des conneries. Moi, au bout d'une semaine où tu fais ça, je viens chez toi, on allume la caméra, et je découvre ce que tu as fait pendant une semaine. Et je débriefe avec toi de ce que tu as fait, et je t'aide à comprendre que tu as fait que des conneries, etc. Et on l'a vraiment fait. Et ça a été un banger, ça a été un carton, cette vidéo, c'est la première, ça a été un carton à l'été 2021. Et c'est parti comme ça. Et là, j'ai compris qu'en fait, mon rôle, tu sais, dans les startups, on parle tout le temps de product market fit. C'est-à-dire, on dit tout le temps, si ton produit, il est bon, et qu'il est en accord avec ce dont le marché a besoin, il se vend tout seul. Ouais. Ça, c'est un truc de mec du produit, ça. Mais moi, je crois que, surtout en finance, surtout quand il y a de l'argent au milieu, il y a un truc qui s'appelle le product, message, market, fit. Parce que si t'expliques pas aux gens pourquoi investir dans des ETF, c'est bien, ils le font pas. Si tu leur dis pas ce que c'est un ETF, ils le font pas non plus. Donc en fait, j'ai ajouté ce message et j'ai créé ce que j'ai appelé, ça rend fou mon chef parce que c'est pas très rationnel, la stratégie des miettes de pain. Et donc en fait, sur chaque canal de diffusion d'un message dans une société, il y a une audience. Cette audience, elle a des caractéristiques. Et sur chaque canal, il y a un message que tu peux faire passer à cette audience-là. Si tu as le bon ton, le message y passe et c'est très puissant. Et les gens, ils font quoi ? Ils naviguent sur Internet. Et moi, tout ce que j'ai fait, c'est de créer des points de contact pour eux, avec du contenu, au bon format, sur le bon produit, au bon message, aux bonnes personnes, etc. Et c'est ça que j'ai fait. Et donc, en fait, on a mis et des articles payants dans la presse traditionnelle, et des RP, beaucoup, et des créateurs de contenu, et du paid social, et des gens qui étaient cernés digitalement, avec le bon contenu, au bon endroit, au bon moment. Donc, au lieu de se demander quelle offre d'éducation financière je peux apporter, ce qui était mon point de vue pendant 15 ans avant. J'ai créé des MOOC, j'ai créé des sites, j'ai créé des collabs, j'ai créé tout ce que tu veux. Tout le monde s'en foutait. Là, je me suis dit, et si on partait de la demande ? Où elle est la demande d'éducation financière ? Il y a bien des gens qui ont envie de s'éduquer financièrement, ils sont où ? Ils étaient tous sur les réseaux sociaux. Et donc c'est parti comme ça. Et au fil du temps, j'ai découvert que je pouvais même développer les miens de réseaux sociaux. Et ça, c'est cette année. Et c'est nouveau pour moi, donc là, je suis en plein dedans. Alors juste, je vais mettre une pause et après on reviendra sur ta marque, toi, personnelle. D'un point de vue vraiment pragmatique, toutes les initiatives que tu as mentionnées, comment est-ce que vous les suivez ? Quel type de KPIs vous mettez en place ? Est-ce que c'est vraiment du test and learn, très pragmatique, ou est-ce qu'il y a vraiment, je dirais, une stratégie qui est mise en place avec un suivi du funnel, suivant les différents canaux d'acquisition ? Comment ça se passe concrètement ? Tout est mesuré, au clic près, au centime près. Donc, chez Trade Republic, nous, on optimise sur la payback période. C'est-à-dire, on optimise sur au bout de combien de temps tu as remboursé ton investissement marketing grâce au client. On ne construit pas de ligne de produit déficitaire. Donc, quand on lance des produits, c'est que c'est une ligne de produit qui rapporte de l'argent à Trade Republic. Et donc, si tu veux, tout est mesuré, quoi. Tout est cliqué, on sait exactement d'où est venu, quel client, comment, à quel moment, qu'est-ce qu'il a vu avant. On a tout, quoi. Et on optimise. D'abord, on a optimisé deal marketing par deal marketing. C'était affreux en 2022. Et ensuite, on a commencé à optimiser par canal. Et maintenant, on optimise par marché. Donc, comme on est devenu vraiment très gros et dans beaucoup de pays européens. Et donc, le facteur clé de succès, c'est l'agilité. C'est-à-dire, comme on a des très bons thermomètres, on est capable de mettre les bons médicaments au bon endroit, au bon moment. Donc, on peut très bien, la semaine prochaine, prendre
je dis n'importe quoi, prendre 200 000 euros de budget dans un pays et le remettre dans un autre pour la semaine d'après parce que ça marche mieux en ce moment là-bas, quoi. Ouais. Et en fait, c'est cette hyper agilité-là, conjuguée à des moyens illimités et à une exigence unitaire sur chaque deal marketing extrême, qui a fait que ça a marché. C'est-à-dire que il y a un prix à payer toujours. Quand il y a un gros succès comme ça, quand il y a un gros output comme il y a en ce moment chez Trade Republic, il y a quelque part quelqu'un qui a payé un prix. Et chez Trade Republic, c'est les salariés. C'est nous. C'est-à-dire c'est nous qui nous forçons nous-mêmes à nous imposer une discipline extrême tous les jours, alors qu'on a des centaines de millions d'euros qui dorment, littéralement, parce que Trade Republic est une entreprise profitable qui a levé 1 milliard d'euros. Donc, c'est une start-up qui dépense pas son argent de VC, si tu veux. Et donc, malgré ça... Ça doit emmerder les VC, ça. Pas sûr, non. Avec ce qu'on sort, je pense que les VC, ça va. J'espère, en tout cas. Et puis, c'est de l'argent qu'on a en réserve aussi pour plus tard. Parce que quand on a l'ambition qu'on a, il y a un moment donné où, même si c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, il y a un moment donné où ça peut être utile. Donc, c'est cette prudence extrême, conjuguée à une agilité extrême, et au fait qu'on mesure tout, qui a permis ce succès-là. Mais ça veut dire que nous, on s'impose aussi une discipline qui est extrême, quoi. C'est-à-dire, moi, je fais tout moi-même, tout seul. Tout. J'ai personne pour m'aider. Du tout. Et on n'a pas le droit d'avoir d'externe non plus. Ah, t'es pas tout seul, quand même. Si. À Paris ? Alors maintenant, je suis directeur Europe. Ouais. Donc avec moi, à Paris, maintenant, il y a un directeur France. Vincent Grard. Ah, vous êtes deux ? Ouais. Eh ben, bravo. Et Benelux ? Il y a quelqu'un à Amsterdam. Ah, ouais. Ça va. 3 sur Benelux. C'est sharp, hein, en termes de PNL, là. Tu fais pas plus sharp que ce qu'on a fait ces derniers temps. Et alors, en termes de marque personnelle, ouais, j'aimerais qu'on y vienne. Alors ça, c'est marrant. Mais ce qui est génial, c'est que j'ai pas fait exprès. Je pensais pas que ça pouvait être à ce point marquant. En fait, si tu veux, j'ai pas fait exprès. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup communiquer. C'est mon truc à moi, ça a toujours été. J'ai fait 10 ans de théâtre, j'ai fait 10 ans de thérapie. Enfin voilà, je suis très branché sur ces questions-là. Puis j'ai fait beaucoup de politique en parallèle de mon travail. Donc c'est des choses qui m'intéressent. Si tu as la capacité à impacter les autres grâce à des mots, quand tu as fait Hippocagne et tout, bon, c'est un truc qui t'importe, quoi. Moi, ça m'importe. Ouais. Et donc je m'applique à ça. C'est un truc qui m'intéresse, de savoir comment je peux projeter telle image, rassurer les gens aussi, leur apporter des émotions positives. Tu vois, c'est agréable quand tu apportes des émotions positives aux autres. Et là, j'ai rencontré Guillaume et Seb, qui sont donc Guillaume Play, qui est le présentateur, l'animateur et le fondateur de Legend, et Sébastien, qui est son auteur. Et j'ai adoré, quoi. Ça a été un truc, ça a été une rencontre très forte. Et on a sorti cette vidéo. Et moi, je savais pas ce que c'était Legend à ce moment-là. Et la vidéo sort. Et 2 heures après, j'ai Berlin qui m'appelle en me disant « Mathias, on fait l'objet d'une attaque DDoS, tu sais, une attaque informatique où tu as plein de gens qui se connectent en même temps pour te faire planter ton site. » C'était un test de charge, en fait. Bon, et ben en fait, c'était vrai. C'était vraiment des gens qui essayaient vraiment d'ouvrir des comptes 2 heures après la sortie de la vidéo. C'est dingue. Et cette vidéo, c'est probablement la première fois que quelqu'un parlait d'argent aussi directement aux gens sur un truc d'aussi grand public, avec autant de vérité, sur la banque aussi. Ouais. Donc je me suis longtemps demandé si j'allais pas prendre un procès quand même en diffamation ou un truc, et non, ça vient pas toujours, donc je touche du bois, mais donc ça a viralisé de fou, quoi, un truc de fou, et j'avais pas du tout prévu ça, moi. Donc j'ai dû me faire un compte Instagram, j'ai dû faire des trucs que j'avais pas, quoi. Et les gens ont commencé à venir me parler dans la rue. Ah, ça, j'ai vu ça l'autre jour. Mais quand je t'ai vu à Paris, je me suis dit, c'est dingue ça. C'est vraiment rockstar. C'est tous les jours. C'est tous les jours depuis 6 mois. Ça m'a fait marrer, je me dis, c'est dingue. Ouais. C'est tous les jours parce qu'en fait. Et c'était des jeunes la dernière fois? Pas que, t'as de tout. J'ai de tout. J'arrive à la boulangerie l'autre jour, le gars il me regarde comme ça. Il bug. Il me regarde, il bug. Il me dit, mais vous êtes Mathias Pacino? Et je lui dis, bah oui, mon grand, ça va. Il fait, putain, c'est énorme. C'est un truc de fou, c'est tous les jours. C'est-à-dire, je suis à l'aéroport, je suis dans la rue, je suis dans des commerces, je suis au resto avec un concurrent, le patron du resto il vient me voir pour me dire, vous êtes Mathias, hein. C'est marrant, ils disent tous la même chose, ils disent, vous êtes Mathias, hein. Donc non, c'est hyper agréable parce que moi je suis issu d'un milieu populaire et de voir les gens qui viennent me voir et qui sont contents d'arrêter de se faire enfler, qui sont contents d'avoir compris un truc et qui ont le sentiment d'être en contrôle. Et ben quand t'es humaniste, moi c'est mon cas,
ça fait chaud au cœur, tout simplement, en fait. Et ça, c'est pas que les gens, en fait. C'est tous les créateurs de contenu aussi qui m'ont appelé après. C'est les autorités qui ont vu ça. Et c'est ma famille. Il y a des membres de ma famille que j'avais perdu de vue, qui me parlaient plus, ou s'étaient disputés il y a 15 ans, tu vois, des vieux trucs de famille, tu vois, tout pourri, qui m'ont écrit. Donc j'ai renoué avec une partie de ma famille. Mathias. Tu vois. Ouais. Donc je sais pas quoi dire. Et surtout, l'un des plus gros impacts, sans doute, c'est Michel Lafon qui m'appelle, quoi. J'ai le numéro 2 de Michel Lafon, Florian, qui m'écrit un message en me disant, écoute, tu m'as fait investir en bourse, moi je suis éditeur parisien de 45 ans. Je pense que ce que tu m'as fait, il faut qu'on le fasse aux autres, en fait, tous ensemble, quoi. Et donc, tu as sorti un bouquin. Il sort le 14. C'est ça. Il sort le 14 novembre. Génial. Ça parle de quoi ? Prenez votre argent en main. C'est ce que j'ai raconté dans Legend, mais développé sur 250 pages. Okay. Donc c'est pourquoi on est dans la merde, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive à une situation où les Français vont s'appauvrir. Je veux dire, si on fait rien, c'est inévitable. Je suis pas un marchand de peur, hein, c'est pas mon truc. Hein. Moi, je suis un marchand d'espoir. Mais c'est une réalité, je veux dire, c'est évident. Je veux dire, les retraites sont en train de s'effondrer. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour le coup, pour le ressentir. Ça. Les gens, ils ressentent ça. Ouais. Ça s'appelle le bon sens populaire, c'est un truc que j'adore. Et en gros, on se retrouve dans une situation où il y a, c'est ce que je mets dans mon livre, c'est à peu près 200 milliards de gaspillage d'argent des gens tous les ans en France, quoi. Donc c'est beaucoup. Comment ça, de gaspillage ? D'argent des gens qui disparaît, soit en frais, pour des services qui rapportent rien, ouais. Soit parce que l'inflation est passée par là, soit parce que les banques se sont pris des intérêts sur leur thune à leur place, soit parce que on leur a présenté le crédit à la consommation comme une facilité sans leur dire qu'il y avait 20% d'intérêt dessus. Donc des trucs comme ça, si tu veux, il y en a énormément. Ouais. Il faut pas oublier quand même que l'assurance vie en France depuis 20 ans, c'est à peu près 2% par an. Alors que depuis 20 ans, les bourses du monde entier, c'est plutôt 10% par an. Ouais. Il y a bien, la différence, elle part bien quelque part, tu veux. Donc voilà. Donc c'est ce que j'explique dans le livre. Et une fois que tu expliques ça aux gens, comme c'est énorme, et que c'est important, et que personne ne leur a dit avant, en fait, ben, ils ont envie de changer. Ils ont envie de faire les choses différemment. Et c'est ce que j'appelle la transition financière. C'est un concept que je porte et que j'essaye de faire rendre le plus gros possible. D'abord parce que ça sert évidemment Trade Republic, mais surtout parce que je crois que c'est utile aux gens, en fait. Et que moi... j'ai la chance d'avoir réussi, et que si en plus de ça je peux être utile aux autres, c'est bien, tu vois. Donc tu es un passeur. J'essaye vraiment, parce que en fait, si tu veux, moi j'ai eu des gros soucis financiers dans ma famille, et quand tu te tapes les huissiers à 13 ans tout seul avec ta petite sœur de 7 qui vit de la maison, si tu veux, sans tes parents qui sont pas là, t'es bien réveillé après toute ta vie, quoi, pour gérer ça correctement. Et j'ai vu en fait à quel point ma mère, qui est Bac+7, médecin, adorée de ses patientes, une formidable maman, un être humain brillant, s'effondrer totalement face à ça et avoir 30 ans de sa vie gâchée à cause de ça, quoi. Et donc en fait, elle accepte que j'en parle parce que c'est pour être utile aux autres, parce qu'en fait, la seule raison pour laquelle elle est restée dans la merde aussi longtemps, c'est parce qu'il n'y avait pas Reddit. C'est parce qu'elle n'osait pas en parler, en fait. C'est parce qu'elle avait honte. Tout ça, c'est des émotions, si tu veux. Et donc en fait, personne parle des émotions, en fait, alors que l'argent, c'est une discipline émotionnelle avant tout. Donc c'est ça que j'apporte. Et après, j'explique aux gens qui sont éloignés de l'argent dans le bouquin, du coup, il faut faire un budget. Après, il faut avoir une épargne de précaution. Et après, il faut investir pour sa retraite. Et pour ses gamins. Et en fait, ça, en 50 pages, c'est expliqué avec des mots simples. Et tout le monde peut le faire après. Ouais. Et c'est un changement radical. Et mon objectif, c'est pas, évidemment, de faire passer... mon objectif n'est pas que tout le monde devienne des investisseurs capables de gérer... les différentiels de taux, tu vois, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est que les gens commencent à en parler. Mon objectif, c'est de disparaître derrière le message, si tu veux. Et donc là, en ce moment, je suis très présent parce que c'est moi qui porte ça un peu en France, un peu, quelque part, parce que personne d'autre n'ose aller sur les très grands trucs et raconter ça. Et que moi, ça me fait pas peur du tout, parce que c'est utile aux gens, et que je sais à peu près ce que je raconte, et que j'accorde énormément d'importance à la conformité, si tu veux, moi-même. Donc j'ai intériorisé toute la dimension de conformité. Et donc je me sens capable de faire ça. Et en plus, comme j'en ai tellement chié dans la vie à cause de ça, voilà, j'ai envie de faire ça, si tu veux. Et donc c'est ce que j'ai fait cette année à partir de Legend. Ça a tout changé, parce que j'ai compris à ce moment-là que le sujet était devenu viral dans la société, au-delà de ma personne, au-delà de Trade Republic, et qu'il y avait juste en fait un mouvement de société à accompagner. C'est-à-dire, c'est plus facile de surfer une vague que d'essayer de la créer. Donc si tu n'avais pas eu le changement de société,
il n'y aurait pas Trade Republic à ce point-là. Mais s'il n'y a pas Trade Republic pour que les gens puissent passer à l'action, le changement de société, il reste un peu théorique, si tu veux. Donc c'est un ensemble de choses qui font que, entre de la communication pédagogique, de la motivation aussi, et un angle un peu différent sur le rapport émotionnel à l'argent, et la plateforme qui permet de le mettre en œuvre ensuite, évidemment, ça a bien fonctionné, quoi. Top. Alors, on va arriver à la fin de la discussion. Alors, j'allais te poser cette question-là parce que ça m'intéresse, mais en réalité, tu vas me dire que c'est compliqué à transposer dans un environnement corporate autre que celui de Trade Republic. Mais pour quelqu'un qui nous écouterait et qui aurait envie d'entreprendre au sein même de sa boîte. Moi, je sais que j'ai toujours eu ça en moi avant de lâcher les amarres du milieu corporate. Et c'est pas toujours facile. Si tu pouvais, si tu as envie, donner quelques conseils aux gens qui nous écoutent, qui ont envie d'entreprendre au sein des groupes dans lesquels ils bossent, est-ce qu'il y a 2-3 tips que tu as en tête ? Oui, parce que je l'ai fait en fait, avant. Le premier tip, c'est qu'il faut rien lâcher. Il faut être résilient, il faut être persistant. Être entrepreneur et être intrapreneur, ça nécessite des qualités similaires. Donc, le premier truc, c'est faut pas lâcher. Parce que ce que le monde, quand tu es entrepreneur, te met comme difficulté sur la route, c'est énorme, monsieur. Bon, bah, dans un grand groupe, c'est pas le monde extérieur qui te met ces difficultés-là sur ta route, c'est ta boîte. Mais... Aussi. Pas que, mais oui. Donc en fait, être persistant, être résilient, c'est ce qui, moi, m'a permis chez BNP, au bout de 2 ans, de lancer des nouvelles activités, après 5 comités. C'est ce qui m'a permis ensuite de participer au concours d'innovation chez BNP, où j'ai été proactif là-dedans pour participer à ce concours-là, proposer des choses, etc. Ensuite, tu as l'étape qui consiste à se trouver un parrain. Il faut te trouver un parrain. Si tu veux être entrepreneur dans une boîte, il faut qu'il y ait quelqu'un de senior dans la boîte qui te parraine. Un sponsor, ouais. un mentor, un parrain, voilà. Moi, ce parrain-là, chez BNP Paribas, c'est celui qui avait un copain chasseur de tête, et quand le copain chasseur de tête, il cherchait un DG pour la filiale bancaire d'une banque étrangère, ben, le gars, mon mentor, il s'est dit, tiens, ben, allez, un petit jeune qui pousse bien, qui est entreprenant, qui est dynamique, et voilà. Ça peut le faire, ouais. Donc si j'ai pas le mentor, j'ai pas le chasseur de tête, j'ai pas Bing, j'ai pas tout le reste après. Donc si je suis pas intrapreneur déjà en salle des marchés, j'ai pas le reste. Donc être intrapreneur, c'est sans doute une bonne manière de devenir un jour entrepreneur. Ouais. Et ça, c'est un état d'esprit avant tout de persistance. Avec un mentor, et ensuite, il faut participer à tous les concours, à tous les trucs collectifs que les boîtes organisent pour être des happy place to work, des machins, il faut participer. Donc la vérité, c'est que si tu veux être intrapreneur, il faut travailler plus que les autres. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut travailler en plus, en dehors de tes horaires de travail, faire des projets, des trucs, des pidules. Il n'y a pas d'autre solution, c'est pas vrai. Ensuite, un autre conseil qu'on peut donner à quelqu'un qui veut être intrapreneur, c'est de se donner des objectifs d'abord atteignables. C'est-à-dire, tu commences par faire des petites choses pour pouvoir ensuite faire des grandes choses. Donc, ne pas commencer par un truc énorme tout de suite. Tu phases. Ouais. Hyper important. C'est vraiment tellement important et sous-estimé de fou, quoi. Mais ça va dans l'entrepreneuriat aussi. Hein. C'est un sujet que j'ai discuté avec Damien Morin. Des petits pas. Voilà. Tu peux avoir la vision, mais tu phases. Et en fait, c'est là où c'est Amp It Up, le bouquin de Frank Slootman, qui a beaucoup changé les choses pour moi parce que ça m'a fait comprendre mieux Trade Republic. C'est vraiment cette idée de se dire on va échouer vite, on va faire un petit pas, on va voir comment ça marche, et demain on se réadapte. Et au lieu d'attendre 3 semaines pour se réadapter, demain on se réadapte. Au lieu de faire des projets qui sont sur 6 mois, tu fais des projets sur 2 semaines. Quand tu réponds à ton boss, ok, bah, je te fais un mémo pour la semaine prochaine. Lui, il te répond, non, pour ce soir. Donc tu vas plus vite, plus court, plus focus, plus condensé. Ouais. Et ça marche mieux, tout simplement. Super. Bon, écoute, c'était top. Mathias, mon mot de la fin, c'est toujours une recommandation d'un ouvrage. Alors, il y a le tien. Est-ce que tu en as un autre ? Est-ce que tu en as un autre en tête ? Celui que je viens de mentionner, pour ceux qui veulent entreprendre, c'est pour moi, c'est un bouquin qui est légendaire. Moi, je l'ai lu 3 fois. Rappelle-moi le titre. Amp It Up. A-M-P. Ouais, Amp It Up. Ça veut dire augmente le niveau de jeu. Ouais. C'est un mec qui s'appelle Frank Slootman, S-L-O-O-T-M-A-N, qui est hollandais et qui a fait toute sa carrière dans la Silicon Valley. Ouais. Et le mec, il a fait 200 milliards d'euros de valorisation boursière sur 3 boîtes en 15 ans. Et les 3 boîtes en question, c'est Data Domain, ServiceNow et Snowflakes.
dont il a été CEO D3. Et le gars, comme il dit, vous pouvez penser que je suis un con, vous pouvez même penser que je suis un salaud, vous pouvez même penser que ma méthode c'est de la merde. Mais moi, je l'ai fait 3 fois. Voilà. Et il a raison. Et c'est vrai que concrètement, ce qu'on fait chez Trade Republic, c'est cette méthode-là. Il n'y a pas de secret. Top. Donc MP'd Up pour ceux qui veulent entreprendre. Et si vous voulez un jour être en situation d'entreprendre, il vous faudra sans doute un peu d'argent. Et pour ça, prenez votre argent en main. Amen. Merci. Salut Mathias. Salut Solène. Merci d'avoir suivi FinScale. Abonnez-vous à la newsletter sur Substack pour ne rien manquer des dernières innovations. Retrouvez aussi le podcast en audio sur toutes les plateformes d'écoute et en vidéo sur YouTube. À très vite avec Solène Niederkorn.